C'était jour de grand flottement dans la langue, quand je me suis échappé de cet autre espace délaissé. Échappé comme une fusée, au point de me demander pourquoi cela n'a-t-il pas eu lieu plus tôt. Je m'étais assis d'abord pour reprendre souffle au milieu de la mer de roches dévalant vers le Lot. Elle s'écoule ainsi, en vagues figées, et la sensation éprouvée au milieu de ce monde arrêté me lave de tout le mouvement insupportable du temps. Et bien évidemment, j'ai repris souffle au creux de l'air. C'est si facile de se quitter. Et quel repos de n'avoir plus à soutenir l'armature qu'on croyait être notre soutien, alors que nous n'étions soutenus que par un simulacre d'armature, avec soi quelque part, arc-bouté au métal, déjà gagné par la rouille. Je jette cette armature comme un crachat sur la pierre près de la mousse grise, tache de poils mal rasés. Et je ne suis pas même obligé de m'occuper du climat. Bien sûr, s'il pleuvait, je devrais prendre d'autres dispositions. M'installer ailleurs, peut-être. Mais même ça, là, hop là, et du balai hors les murs. Ici, je suis avec les pierres des murs effondrés, redevenu libre. Invariable. Elle avait répété que j'étais invariable, que je ne pourrais plus bouger. Et c'est bien ce qui se passe. Pour l'instant. J'ai déplié sur mes genoux une tranche de pâté, soigneusement emballée dans un papier rose imprimé avec le nom du charcutier et un dessin. Une petite fille dit à un cochon en pleurs: « Ne pleure pas, tu vas chez Delzesco. » J'ai déplié délicatement. Des taches de graisse auréolent le papier, taches de graisse, plus taches de mousse, plus taches intérieures de rouille. Qu'importe que le monde soit ainsi taché, je ne le nettoierai pas. J'ouvre mon vieux laguiole, puis je m'en sers pour ouvrir le pain. N'est-il pas possible de dire autrement ça? Je déplie le papier, j'ouvre le laguiole pour ouvrir mon pain. Le dire autrement pour en être pleinement heureux. Et puis, j'étale le pâté sur la tranche de pain. Dans ces pierres, aucune métaphore. Rien que des blocs de lave refroidis. Non, ce qui est métaphore de ces pierres, c'est tout le monde concassé que j'ai laissé derrière. Et le stylite! C'est ainsi qu'il s'adresse à moi, celui qui passe. Je me doute bien qu'il dit cela pour me provoquer, et je le connais bien au fond, celui qui me parle ainsi. Il est debout sur la route qui partage le champ de pierre en deux. Il est celui qui n'a jamais quitté le lieu. Il sait que là où je réside, rien ne peut être construit, et comme il a été instruit chez les curés de l'Immaculée Conception, il sait de quoi il parle. Et le stylite! Attention aux vipères! Il m'appelle ainsi parce que depuis plusieurs jours que je suis là, il est passé et repassé, il a eu le temps de peaufiner sa question. Mais je n'ai pas envie de répondre. Et il continuera sa route. Qu'il s'en aille où il veut. Moi,
J'ai fini mon casse-croûte, et je ne m'intéresse plus qu'au ciel, dans lequel les nuages s'agglutinent en pierre. Mon vertige ne s'est pas dissipé. La sensation reste inchangée. Peut-être la roche sur laquelle je marche va-t-elle s'élever, et je serai comme en haut d'une colonne. Je pourrais parler des autres, que ma présence intrigue. Mais non. Non, non, j'efface tout, le stylite des autres, personne n'est passé. Ou plutôt ceux qui sont passés n'ont rien remarqué. Je suis trop bas, trop loin, derrière un bouquet d'arbres. J'ai rangé le pain, le couteau, le pâté dans son emballage rose. J'ai bu à la goulotte du vin rouge dans un litron étoilé, et j'ai commencé à me remémorer tout ce que j'avais envie de supprimer de ma mémoire. Ou alors ceci. Ce n'est pas parce que tu marches là que tu as tous les droits. Si. Si, je réponds. J'ai tous les droits. À la nuit, cela sera certainement plus difficile, je l'ai cru. Je n'étais là que depuis le matin, je n'étais alors qu'en vacances de l'autre monde, mais dans l'autre monde toujours, celui que je venais de quitter. J'étais dans l'autre monde finissant, et tout continuait de se faire en fonction de son extinction. C'est ça le deuil? Ah oui, le deuil. Non, juste un échauffement. Oh, j'étais là, bien sûr. Le voyage en car m'avait secoué. J'avais eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un voyage en car où je ne maîtrisais rien. Tu voyages dans une conjonction de coordination, avait dit celui dont je me suis échappé. Faudra bien que tu décryptes tes jours. Oh, j'étais là, bien sûr. Oh, j'étais là, bien sûr. En disant cette phrase longuement, j'arrivais à me défatiguer suffisamment pour me dire que vivre allait bien durer encore quelque temps. Une camionnette s'est présentée avec un haut-parleur sur le toit. Rendez-vous! Rendez-vous! Il ne vous sera fait aucun mal! Pourquoi donc me serait-il fait du mal? Cela a duré longtemps, mais cela ne me concernait pas. Sans doute un bout de film égaré ici. La preuve en fut qu'ils n'ont pas insisté et que la camionnette est repartie comme elle était venue. Depuis déjà longtemps, je m'étais habitué à ces histoires qui se longeaient sans jamais se rencontrer. C'est pour cela que l'arrivée de la vipère ne m'a pas surpris. Déjà ma mère avait entretenu de familiers rapports territoriaux avec une vipère, à qui elle avait même donné un nom, que j'ai oublié, quelque chose comme Fifine. Elle évoluait dans les rochers,
nageuse du minéral, comme un fouet évadé des mains. Tu m'as scruté un long moment, et je t'ai donné le nom de Ficelle. Quand j'ai prononcé Ficelle, tu t'es replié sur toi comme si tu allais te nouer, mais tu ne t'es pas noué. Et le stylite! Attention aux vipères! C'est rien, je l'ai apprivoisé, je l'ai appelé Ficelle. Mais il y avait de la distance entre lui et moi, et les mots n'arrivaient plus à entrer dans nos oreilles. J'ai d'abord entendu vipère, puis et la vie, père. Et lui a entendu peu les fils, elle, ou elle, ou elle. Puis cela s'est perdu dans le trou du ciel. La nuit venue fut comme une pierre de plus dans l'avalanche des étoiles. Mon duvet sur les genoux, je m'étais installé sur une pierre plate, un petit dolmen où je pouvais contempler le sacrifice du jour, saigné à blanc dans les crêtes des collines. La chaleur enfoncée dans les roches fondait si lentement qu'on aurait dit que la coulée de lave retournait au magma en fusion. Dans la chambre cosmique, je touchais aux origines du monde, mais tout était cassé, concassé, éclaté en fragments renouvelés. J'attendais qu'ils viennent me demander pour gardiennage. Gardiens de pierre, qui n'auront à rien servi, ni à construire des maisons, ni à faire des ponts, ni du simple gravier. Depuis leur coulée, rien. Y a-t-il seulement un propriétaire? J'ai vu des animaux curieux de ma présence, mais n'osant pas trop s'approcher. Il me semblait les voir pour la première fois, des lapins gigantesques, des renards petits comme des furets, des effraies comme des oiseaux préhistoriques et des cris qui montaient droit dans les étoiles. Sur la route des pinceaux de phare dessinait une route qui tournait à la cime des arbres. Puis je me suis levé et j'ai marché dans un gué vide d'eau. Le fleuve absent était tombé dans la vallée au fond de chaque puits. Il ne reviendra pas, ni ceux partis avec lui que j'avais envoyés, car je ne peux pas croire que je suis venu seul ici. Il devait bien y avoir d'autres personnes. Hier matin, quand je suis allé acheter une tranche de pâté, du pain, du vin et du fromage, j'ai senti dans le regard de la caissière tout ce qu'elle pensait de moi. J'avais l'impression qu'elle me disait « Désolé, vraiment, je ne peux pas venir avec vous. Je ne veux pas y retourner. » Je regardais ses seins. Quel rang aurait-il pu tenir au milieu de toutes les formes arrondies du champ de pierre? Puis elle m'a dit 38 francs 50. J'ai tendu un billet de 50 francs, la caisse marquait 11 francs 50. J'ai contemplé longuement ce chiffre. Il a fallu faire venir le patron pour me faire sortir, les gens étaient scandalisés. Mais pas de quoi, vraiment. Hein. Pas de quoi. Au café, j'ai pris une suze. L'amertume de la gentiane convenait bien aux conversations agressives des clients du comptoir. J'aurais aimé les tuer tous, un par un, pour ne plus les entendre dégoiser leur fiel.
Pour les tuer, je n'aurais pas choisi la lapidation, de peur de me trahir. Je me suis approché d'eux et je leur ai tendu une feuille sur laquelle je venais d'écrire le poème pour tuer ceux qui tiennent des propos fielleux sur leur prochain, accoudés au comptoir, au lieu d'aider leurs femmes à emplir les bocaux de cornichons ou de parler à leurs fils de ce qu'il convient de faire dans la vie pour être un homme. Ils ont lu calmement, longtemps. Ils ont levé la tête. C'est bien ce que vous faites. Nous pensons de nous exactement la même chose, mais nous ne changerons pas d'un iota. Et puis ils ont repris leur conversation comme si de rien n'était. Au moment de sortir, retravaillez-le et revenez nous voir. Je leur amenai ce poème le lendemain. Ils me remercièrent, se le firent passer de main en main, l'un le lut à haute voix. À la portière du radeau, un oiseau buvait la lumière. La fronde du cœur partit haut et abattit l'oiseau lumière. Cela parle bien mieux de nous que ce que vous avez griffonné hier. Je leur ai dit que c'était le dernier poème que j'écrirais. Puisque c'est cela, c'est le dernier que nous lirons. Et nous ne nous sommes plus jamais revus. Et nous ne nous sommes plus revus pendant de longues semaines avec Ficelle. La pluie avait installé un rideau, comme il se dit, puis un autre, une succession de rideaux dans lesquels je me prenais la tête par les cheveux et les bras et les jambes. Devant cet état du monde, je décidai de me faire un abri. Spontanément, je me servis du mot cabane, alors que j'étais incapable de concevoir la marche à suivre pour en construire une. J'eus devant les yeux un catalogue de matériaux pour le bâtiment avec une telle précision dans le détail que je croyais réellement feuilleter des pages. Mais ce n'était que la pluie, que mes doigts tournaient et retournaient. Et lorsque j'eus fini de retourner chaque goutte, la pluie cessa et ma cabane était presque terminée. Et le stylite, c'est pas une cabane, c'est une remise. Je n'aime pas du tout le tour que les choses prennent. D'une autre manière, j'avais envisagé comment cela allait continuer. Il me poussait alors des poèmes au bout de chaque doigt. Je ne me sentais plus qu'éclosion de poèmes. Et bien qu'aucun ne survint, je persistais dans leur poussée. D'ailleurs, ils n'en étaient que plus forts dans leur simple possible. C'est autour de cette remise que dansaient mes poèmes de liane, taillis servant de retraite au gibier. Je suis le gibier dans sa retraite et je n'ai même pas à exister hors d'ici. De plus en plus souvent, des enfants traversent. Je les entends crier « Il est là !» Alors je leur montre mes doigts. Mes moignons à poèmes. Cela les fait rire. Peut-être. N'en suis pas très sûr. Avec mon la gueule, je taille des bâtons, je ne sais plus quoi faire, je m'ennuie. J'ai eu tort de revenir ici. J'ai terminé ma remise. On doit la voir d'en bas comme un bateau au milieu des vagues. Et puis la gendarmerie est venue me demander de partir. Je leur ai donné raison. Ici, je n'avais plus rien à faire. Est-ce que je peux leur laisser la remise ai-je demandé aux gendarmes en leur montrant tous les animaux venus me dire au revoir. N'en revenez pas qu'un autre ordre puisse exister en dehors du leur. L'un d'eux me dit qu'il pensait que me déloger de là aurait été plus difficile. Je l'ai bien regardé. J'ai souri.
Je lui ai dit, « Vous savez, l'extraordinaire, ici, dure peu.